Causons Couture, un podcast créatif pour parler de notre garde-robe faite main et découvrir le milieu de la couture avec des interviews de ses personnalités, de ses entrepreneurs et de ses actrices qui nous inspirent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathilde, créatrice de ce podcast et fondatrice d'Atelier Sherwood. Sherwood, c'est une promesse que tu t'offres, la promesse de t'aimer simplement, oser un nouveau regard sur toi, assumer qui tu es et ne plus t'excuser d'être là. Une méthode de développement personnel axée sur l'expérience, la redécouverte de ton corps et de tes aspirations individuelles. Fuck everybody. Je dis bye bye aux grandes injonctions de la vie, je suis unique. Toi aussi tu es unique. Alors tu veux te sentir mieux dans tes vêtements et dans ta vie ? Morphologie, colorimétrie, style, coaching en images, je suis là pour toi. Bonjour à toutes et à tous et surtout bonne année 2025 avec la santé pour vous épanouir dans tous vos projets. Aujourd'hui, on commence l'année d'une manière un petit peu différente et j'ai le plaisir de recevoir Doriane de Maison Septembre. Bonjour Doriane. Salut Mathilde. Alors, j'explique, en fait, avec Doriane, on se connaît pas mal parce qu'en fait, on est souvent allés en salon ensemble parce qu'on habite physiquement pas très loin, même si avec les microbes et tout, aujourd'hui, on est à distance. Et j'ai eu envie d'inviter Doriane sur le podcast parce que je sais qu'un grand nombre de couturières se sont déjà essayées au tricot. Et avec Doriane, on a beaucoup parlé, au fil des mois et des années depuis qu'on se connaît, sur qu'est-ce que c'est que le tricot et la matière du tricot. Et donc, j'avais envie qu'elle nous en parle, qu'elle nous parle du fil, qu'elle nous parle de la couleur. Voilà. Est-ce que Doriane, tu peux nous dire un petit peu comment toi, tu es arrivée aujourd'hui à être teinturière de laine ? Oui, avec plaisir. C'est un long parcours, hein, c'est pas un cheminement linéaire et puis il y a pas, je sais pas, je crois qu'au collège ou au lycée, les conseillères d'orientation, il y a pas une case, tu deviendras teinturière de laine. Donc c'est un peu un cheminement en zigzag et voilà et bon moi j'ai fait des études universitaires classiques, j'ai étudié le droit, enfin j'ai fait des études de droit mais j'ai toujours eu j'ai toujours été très créative, j'ai toujours fait beaucoup de choses de mes mains parce qu'avec ma mère, dès toute petite, on a toujours fait beaucoup de choses comme ça. Et puis surtout, j'ai toujours eu un rapport à la nature et aux saisons assez fort parce que mes grands-parents étaient paysans, ils avaient une toute petite ferme dans le Perche, un peu en autosuffisance, donc pas des grandes cultures, hein, c'était vraiment une petite unité familiale. Et j'allais beaucoup en vacances chez eux, donc je voyais tout le cycle des saisons. À la fois au niveau de la terre et puis du végétal et puis aussi au niveau de la vie des animaux dans la ferme. Ouais. Donc ça a été un truc assez présent, cette inscription un peu dans le temps long, dans les saisons, dans tout ça. Et donc ça, c'est vraiment la démarche, je dirais, qui m'a conduite progressivement à la teinture, à la couleur naturelle. Ouais. Et ensuite, l'application précise de la teinture, principalement sur la laine, ça, c'était lié à moi, une appétence que j'avais pour le tricot, puis quelque chose que je pratiquais depuis très longtemps, hein, en fait, j'ai su tricoter toute petite. Après, je m'y suis vraiment mise, je pense, à la fin de mes années de fac. Ouais. Et vraiment, j'ai été mordue. J'ai découvert tous les sites de tricot spécialisés, les nouveaux designers un peu contemporains, plus au moment de la naissance de ma première fille, donc en 2014. Ouais. Voilà. Et donc après, j'ai allié les deux pour créer le projet Maison Septembre à l'occasion d'un déménagement. J'ai quitté Paris et ça a été l'occasion d'une reconversion professionnelle à ce moment-là. Et comment est-ce que, je dirais que les plantes t'ont amené à la teinture ? Alors moi, les plantes, elles ont toujours été génératrices de couleurs. Mais ça, c'est marrant parce que quand j'en parle avec les gens, souvent les gens me disent: «Mais oui», et notamment j'ai des souvenirs, gamine, de jouer, avec les genoux dans l'herbe et on se relève et on a les genoux tout verts et on se fait un peu engueuler par nos parents parce que la jolie salopette tachée, c'est pas génial et puis ça part pas. Donc ce lien-là, il existait et puis on faisait de la tambouille avec ma sœur et des copines. Voilà, donc ce truc de manipuler la matière, pas que pour faire des bouquets, mais aussi pour en faire de la bouillie, des machins, ça j'ai toujours un peu fait dans mon enfance. Et après vraiment la teinture végétale, je m'y suis intéressée plus sérieusement, vraiment je dirais ouais au début voilà, autour de la naissance de ma grande, donc 2014 toujours, parce que je voulais faire une layette, hyper naturelle, hypoallergénique et hyper respectueuse de la peau du nouveau-né. Et j'avais lu des articles déjà à l'occasion, il y en avait peu, mais quelques-uns sur l'incidence de la teinture chimique de synthèse et je me disais: «Bah, pour mon bébé, j'ai pas trop envie de ça». Donc j'avais commencé à me dire: «Bah, je vais essayer moi-même de colorer mes laines avec ce que j'ai dans la cuisine».
en l'occurrence de l'oignon, de l'avocat, des choses comme ça. Oui, des choses assez classiques. Oui, Aujourd'hui, tu as à ton actif 2 livres sur la ouais. teinture végétale quand même. Qu'est-ce que, tu partages dans ces livres, que tu pourrais nous partager ici, nous donner envie ou nous faire comprendre un petit peu le processus de la teinture végétale? Qu'est-ce que tu utilises toi et comment ça se passe? Ouais, mais alors en effet, oui, j'ai écrit 2 livres, qui ont été publiés aux éditions Erol en 2022 et là, à l'automne 2024. Mmh. Le premier, il est vraiment centré sur les plantes tinctoriales, c'est-à-dire comment reconnaître des plantes tinctoriales, des plantes qu'on croise, quasiment tous les jours, hein, qu'on vive en ville ou à la campagne et qui ont ces vertus, tinctoriales, c'est-à-dire colorantes pour la fibre. Mmh. Donc comment les repérer, comment les identifier, à quelle saison c'est le plus indiqué de les récolter pour produire de la couleur Ouais. et puis comment faire, quel type de recette utiliser. Et le deuxième livre, lui, il porte vraiment spécifiquement sur la teinture naturelle de la laine. Donc avec toute une première partie sur qu'est-ce que la laine, comment on la fabrique, d'où elle vient, quelle est son histoire, comment on la travaille en teinture, à quoi il faut être vigilant, sur quoi on peut se rassurer, notamment le feutrage qui fait très peur. Mais c'est pas, voilà, c'est pas, c'est un peu, c'est pas une légende urbaine, mais ça se contrôle très bien le feutrage en teinture. Voilà, toutes ces choses-là. Et puis pareil avec des recettes, des astuces, des recommandations dans ce deuxième livre aussi. Donc en fait, si vous êtes d'ailleurs, amateur, de teinture, ça peut être aussi quelque chose qui peut être appliqué, aux matières naturelles en, fibres, comme les tissus. Donc, c'est un livre qui peut être, plus pluridisciplinaire, on va dire, le premier sur les plantes, pas que adapté à la laine, quoi. Exactement. Oui, oui, le premier il est vraiment, c'est vraiment un mode d'emploi de la teinture sur toute fibre naturelle. Parce que la teinture naturelle, on a la chance de pouvoir la pratiquer sur, en fait, plein de supports différents. À partir du moment où c'est des supports naturels, donc coton, lin, moi j'ai même travaillé sur de l'osier, des plumes, enfin tout ce qui est naturel peut être coloré avec des plantes. En revanche, la limite, c'est toutes les fibres vraiment composées, de fibres, chimiques, artificielles, donc tout ce qui est à base de polyester, polyamide, nylon, élastane, toutes ces choses-là ces matières-là ne vont pas accrocher, ne vont pas permettre aux colorants de se fixer dans la Ouais. fibre. Donc on peut pas vraiment les travailler, en teinture, disons on peut le faire, mais pas de manière fiable et solide. Et tu disais qu'en fait, toutes ces plantes, ce que je trouve assez magique, c'est que ça va être les plantes qu'on va trouver sur le bord de la route, du chemin, qu'on va prendre pour aller se promener, sur le bord de son trottoir, pour aller au parc, public, dans Paris ou dans sa grande ville ou sa moyenne ville. Hem, Comment ça s'est fait toi? Tu as fait des recherches ou est-ce que tu es allé prendre les plantes, tu as testé? Comment s'est fait le chemin? Alors le chemin, il a été fait un peu des 2, hein. À la fois, en effet, d'une approche empirique, donc on trouve une plante, il y en a beaucoup, on a envie de tester, voir ce que ça donne, donc je fais un petit bain pour voir, ce que ça donne et après je teste la résistance à la lumière et au lavage. Mais après la quand même la plus grande partie de l'approche et de l'apprentissage, non, ça s'est fait par de l'étude de textes anciens. Parce que les plantes tinctoriales, finalement jusqu'en 1850-60, c'était les seules sources de couleurs, hein. Les Oui. les colorants chimiques de synthèse finalement sont très, très, très sont apparus très, très récemment à l'échelle de l'histoire, du textile. Et donc, comme ça a été une histoire très longue, ça a été aussi une histoire extrêmement documentée et on a Oui. accès à énormément de traités, de teinture, sur, à partir du site de la Bibliothèque nationale de France, on peut avoir accès à tout un tas de traités. Vous rentrez des mots-clés, teinture naturelle, teinture végétale, et cetera, ou ennoblissement textile et vous allez tomber sur des sources extra et notamment des traités qui vont vraiment présenter, toutes les plantes tinctoriales avec des recettes associées et voilà, donc ça, c'est vraiment une ressource, géniale et puis la teinture naturelle, c'est un artisanat et je pense que dans l'artisanat, on faut toujours avoir conscience qu'on part jamais de rien, qu'on Oui. invente rarement des choses. C'est un peu frustrant parfois parce qu'on aurait envie de découvrir un nouveau truc super, mais non, il faut se résoudre au fait qu'on n'invente pas, on est un peu héritier quand même d'un savoir-faire, très qui nous précède très largement, et plutôt que de chercher à être dans cette dimension d'inventer un truc, moi j'ai toujours bien aimé m'inscrire dans cet héritage plutôt très ancien, qui a manqué se perdre parce qu'il y a quand même beaucoup de secrets d'atelier qui étaient transmis de manière orale et qui étaient pas Oui. consignés dans les traités. Donc,
Voilà, moi, ça m'est arrivé de reproduire des recettes vraiment à la lettre et de me dire: «Mais j'ai Il y a pas un du truc. tout la couleur que je suis censée obtenir». Et là, c'est vraiment lié à le petit truc qui était pas noté et qu'on découvre au fil des ans, au fil de la pratique, au fil du temps, parce que la main aussi acquiert un savoir-faire. Enfin, il y a des compréhensions qui se mettent en place, il y a des connexions entre, la chimie, la botanique, qui se font au fil du temps et qu'on peut pas contraindre, qu'on peut pas forcer. Voilà, c'est vraiment ça, c'est le côté, apprentissage long de l'artisanat. Moi que j'aime beaucoup, hein, parce qu'encore aujourd'hui, ça fait donc, une dizaine d'années que je fais de la teinture, mais j'apprends encore des choses, je découvre des choses et ça, c'est génial. Ça, c'est extraordinaire de se dire qu'on a encore, tout un tout plein de choses à découvrir. Voilà, donc à la fois du test et en même temps des lectures de vieux bouquins, de vieux traités et puis après quand on comprend un peu la chimie des plantes, au fur et à mesure des années, bah, on sait que dans certaines plantes, il n'y a aucune molécule colorante. Alors que dans Ouais. certaines autres, comme elles font partie de telle famille de plantes, on va y retrouver des anthocyanes ou d'autres molécules colorantes, qui peuvent être intéressantes. Enfin, là, j'ai cité l'anthocyane qui est le colorant qui se fixe pas sur la fibre, c'est un piège, mais en tout cas, voilà, au fur et à mesure du temps et des connaissances en botanique, même sans utiliser une plante en teinture, on peut globalement déterminer si, de par sa classification, elle possède des molécules colorantes. Ouais. Et il y avait accès jusqu'à ce que, avant l'arrivée, l'avènement des teintures chimiques, on avait accès à quelle couleur en fait? On avait accès à toutes les couleurs. Il y a Ouais. vraiment la couleur vraiment très compliquée, mais qui était pas intéress enfin, qui était très peu utilisée jusqu'à récemment, c'est le blanc. Le blanc pur, il était assez peu, finalement assez peu utilisé, il était impossible à créer. On pouvait, Mmh. on pouvait acc on pouvait blanchir un peu des draps, par exemple, alors souvent on laissait des draps étendus dans des grandes prairies parce que la rosée du matin contenant un peu plus d'oxygène que d'autres, types d'eau, Ouais. pouvait avoir tendance à éclaircir un peu les tissus. Mais bon, c'est les expériences menées n'ont pas été concluantes pour valider cette pratique qui était probablement, liée aussi à des croyances plus qu'à une réalité. Donc le blanc était difficile, on pouvait pas le créer. Et le noir, on pouvait le faire et ça a été pour le coup une couleur extrêmement utilisée. En revanche, c'était une des procédés de teinture qui abîmait considérablement les fibres puisque, en réalité, pour aller vers du noir, il faut teindre en rouge, en bleu, puis en jaune. Et là, on obtient un noir vraiment intense. Mmh. Mais vous imaginez bien qu'après 3 étapes de Ouais. teinture, la fibre, pour peu qu'elle soit un peu fine, un peu fragile, elle en ressort sacrément, sacrément Ouais. abîmée du voyage. Donc, mais sinon, on pouvait aller sur plein de couleurs. Alors, évidemment, c'est lié à l'histoire, c'est-à-dire que l'ouverture des routes commerciales avec d'autres continents ça a apporté une richesse de couleurs. Voilà, le bois de Campeche qui a été ramené du Mexique, les cochenilles, pareil. La cochenille, c'est un petit insecte qui permet de faire tous les tons de rose. Ça aussi, ça a été ramené de contrées lointaines à l'époque. Donc, Mmh. voilà, ça a été vraiment au fur et à mesure de l'histoire, on a pu, aller de plus en plus vers des teintes franches, vers des couleurs un peu chatoyantes et cetera. Mais on s'imagine souvent le Moyen Âge ou la Renaissance comme des périodes assez sombres. Mais en Oui. réalité, au niveau des vêtements, des tissus, c'était une période chatoyante, hein. Au niveau des couleurs, ils y allaient à fond, ils chargeaient à mort les recettes et les couleurs étaient vraiment absolument, c'était un festival de couleurs, hein. Ouais, parce que c'est vrai que ce soit les reproductions, que ce soit en tableau ou sur les églises ou dans les films qu'on nous propose aujourd'hui, il y a un côté un petit peu terreux, naturel, marron, vert, lin naturel et cetera qui rend le truc un peu triste, quoi. Ah oui, complètement, complètement. Et c'est encore, alors ça, c'est marrant, c'est ce que tu dis parce que c'est vraiment une des représentations très fortes autour de la teinture naturelle. Moi, souvent, une des premières res réflex enfin, réactions que les gens ont face aux laines que je fais en teinture végétale, et des gens qui découvrent cet univers, cette gamme Mmh. de couleurs, c'est hyper vif, enfin, c'est très fort comme couleur, parce que la teinture végétale est restée encore enfermée un peu dans cette image de couleurs, voilà, exactement ce que tu dis, terreux, poudré, atténué, pastel. Hem, mais finalement, ça, c'est vraiment lié au fait que, au fur et à mesure des années de pratique en teinture végétale, on arrive à améliorer ses recettes et on arrive à aller vers des couleurs hyper intenses et hyper Ouais. franches. Donc on peut tout à fait aller vers ça. Mais voilà, il faut accepter ce temps long d'apprentissage où au début,
on sort pas ces couleurs et c'est frustrant, mais au bout d'un moment, on arrive à comprendre ce qui se passe et à aller vraiment vers des teintes, parfois hyper étonnantes quoi, un peu fluo. Dans les roses, on peut avoir des roses fluo avec la cochenille, hein. Parfois, c'est assez, déstabilisant. Ouais et est-ce que tu penses, là c'est plus une interprétation de toutes tes recherches, que, on a utilisé les couleurs parce que, ou que certaines couleurs étaient à la mode ou qu'ont été utilisées dans certains contextes parce que c'est ce qu'on avait sous la main? Ou est-ce qu'on a été chercher certaines couleurs pour ce qu'elles pouvaient représenter? Comment ça se passe? Alors c'est les 2. En effet, alors ça, je peux pas empêcher de citer Michel Pastoureau qui est à la fois c'est Oui. un historien, à l'origine qui étudie les blasons, mais de par cette étude, il a été conduit à étudier, les couleurs et la symbolique, des couleurs. En effet, c'est les 2. Évidemment, quand on vivait dans un endroit où on avait une ressource tinctoriale à profusion sous la main, on l'utilisait. On Ouais. l'utilisait pour des questions d'économie de coût, voilà, parce qu'en plante tinctoriale, il faut quand même une grosse quantité de matière pour colorer. Mmh. En général, nous, on parle en proportion de fibres à teindre, mais en général, si on veut teindre un écheveau de laine de 100 grammes, il faut utiliser 100 grammes de plantes fraîches. D'accord. Donc ça donne une idée quand même de Quand la même. quantité de plantes nécessaires, en moyenne, et 100 grammes de plantes fraîches, c'est vraiment le minimum du minimum, hein. Si on veut une couleur intense, on va être à 200, 300, 400. Donc c'est quand même important. Ouais. Et en même temps, les couleurs ont toujours eu une fonction sociale. C'est-à-dire que certaines couleurs étaient réservées à certaines parties de la population et d'autres à une autre partie. En gros, toutes les teintes un peu terreuses, jaune, kaki, gris, marron, c'était les couleurs dites petit teint, qui étaient considérées comme Mmh. moins solides dans le temps, Ouais. qui étaient aussi associées obligatoirement à des tissus de moins bonne qualité et qui étaient teints Mmh. par des teinturiers petit teint, et c'était pour des gens plus modestes. Et au contraire, les couleurs grand teint étaient réservées aux étoffes les plus nobles et donc aussi aux catégories de population les plus favorisées. Et rien Ouais. qu'en voyant les couleurs et les tissus que les gens portaient, on classait les gens parmi les gens en haut ou en bas de la société. Donc la couleur a toujours eu cette fonction d'organisation sociale, et c'est aussi pour ça que les teinturiers ont fait pas, et les teinturières, mais c'était plutôt un métier d'homme, on fait Ouais. partie des professions qui ont été, ça on le sait assez peu, au même titre que les sorcières ont été victimes des bûchers, hein, toute cette période un peu obscure de l'histoire, Oui. parce qu'il y avait une manipulation de la matière qui était censée être réservée au divin et à Dieu. Ouais et c'est marrant parce que finalement, ça veut dire que pendant un certain temps assez long, on le voit plus sur les tableaux après de la Renaissance, des choses comme ça, plus il y avait de couleurs, plus il y avait de la richesse, en fait et aujourd'hui, on est plus à, on est sur un haut classe, chic, parfait qui serait une espèce de neutralité, douce dans le, parne enfin le terracotta, le neutre, le, le plus neutre possible et tout ce qui est cool coloré pourrait être vu criard avec cette référence souvent aux années 80 ou des choses un peu malvenues parce que ça serait mal assemblé. C'est intéressant de voir comment les choses finalement ont changé de camp, quoi. Oui, 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 complètement. Oui, oui, bah, la symbolique des couleurs a toujours évolué au fil du temps, et je pense que c'est une histoire en cours, hein, qui dans 10 ans, dans 20 ans, il y C'est aura ça. à nouveau une autre manière de voir les choses. Je trouve que l'exemple le plus fort et assez méconnu, c'est la symbolique du rose et du bleu pour les enfants, Ouais, jusqu'à récemment, en fait, jusqu'à vraiment tout il y à a fait. 100 ans, le rose était vraiment la couleur associée aux petits garçons, hein, parce que c'était vraiment réservé aux petits garçons. C'était associé au rouge, c'était une déclinaison du rouge qui était la couleur du roi et de la puissance, alors que le bleu layette, c'était pour les petites filles puisque c'était associé à la couleur du voile et de la Vierge Marie, Mm. et ces symboliques de valeur aujourd'hui sont complètement bouleversés, et c'est incroyable de voir à quel point il y a eu un reset et la société a complètement oublié ça, et c'est passionnant. L'histoire des couleurs, c'est un sujet qui est vraiment fascinant, qui est en constante évolution. C'est ça qui est chouette. Cette fameuse association, par exemple, du rose et du rouge qu'on n'avait plus Ouais, vue depuis des décennies. ouais. Aujourd'hui, bon là, c'est une mode qui commence à passer déjà, mais on l'a vu full partout à un moment donné. Et c'était au début quand cette association de couleurs est réapparue, c'était voilà, c'était pas forcément agréable C'était à le faux l'œil, quoi. pas. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Oui, mais c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que, en effet, moi, c'est ce que je dis sur
sur ce qu'on voit, ce que peut être la taille d'une personne ou une silhouette ou un tombé de vêtements. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que notre œil, il va trouver que ça jure au début ou que c'est Oui. pas beau. Mmh. Enfin, il va y avoir ce ressenti, genre ça va pas. Et en fait, à force de voir un truc, un mélange de couleurs, si on a l'habitude de regarder des personnes qui font différentes tailles par exemple, ou de voir une longueur de pantalon ou la fameuse chaussette dans la claquette, on va se dire finalement en fait c'est moins horrible qu'on pensait. Au bout d'un moment ça devient presque acceptable jusqu'à devenir parfois une mode. Oui. C'est intéressant de voir comment notre œil en fait il faut l'entraîner et que finalement il faudrait pas lui faire confiance quoi. Oui, complètement. Ouais, notre œil, il y a ce que l'œil perçoit, au niveau optique, enfin le rayon qu'on reçoit, et puis il y a tout le travail que fait en backup le cerveau. Entre ce qu'on perçoit et puis la manière dont on analyse intellectuellement les choses, il y a toujours une double étape, et en effet, c'est vraiment intéressant, à constater. Et toi, en 10 ans de teinture, comment est-ce que tu as fait évoluer tes couleurs au-delà de ta pratique, comme tu dis, où justement tu as approfondi, on va dire masterisé, enfin tu es devenue plus professionnelle, plus pro, plus forte en fait, je perds mes mots. Et donc, même si tu as plus d'outils à ta disposition et que tu peux faire plus de choses, comment est-ce que tu as vu évoluer justement les couleurs depuis que tu as commencé? Est-ce que toi, tu as choisi d'évoluer, de suivre quelque chose? Ou est-ce que vraiment tu t'es laissé porter par ce qu'il y avait et tu as fait selon toi ce que tu avais? Comment ça s'est passé? Moi, je pense que c'est une évolution pareille au long cours, parce que les goûts, l'esthétique que j'avais il y a une dizaine d'années, c'est pas la même que celle que j'ai aujourd'hui, parce que Ouais. et alors puis moi, je me suis beaucoup formée, enfin, c'est vrai qu'en pratique artisanale, la formation, c'est un peu, je pense que c'est un peu indispensable. On a peut-être tous des points de vue différents là-dessus, mais moi, je sais que ça me ressource beaucoup. C'est des moments où j'observe la pratique d'une autre personne, je m'en inspire. En même temps, il y a un échange entre nous. Donc, à la fois par des biais de formation, où j'ai vraiment acquis des compétences techniques en plus, où j'ai vraiment mieux compris des trucs que finalement, j'avais pas complètement intégrés. Mmh. La pratique à jouer, c'est sûr, à force de faire telle erreur, on se dit un jour, mais non, mais il faut sortir de ce truc, donc voilà. Mmh. J'ai dégagé du temps, ce que je faisais pas avant. J'étais, le fait d'avoir une petite entreprise, on a toujours envie de produire, parce que sinon c'est stressant de se dire: «Je ne fais rien de productif». J'ai quand même réussi à me dégager du temps, des sessions où vraiment je suis à l'atelier, j'ai aucun objectif de production, c'est des objectifs d'échantillonnage, de test, de faire des choses vraiment, soit créatives, soit vraiment de test, de faire des choses que j'ai jamais le temps de faire. Ce qu'on pourrait appeler du recherche et développement en Exactement, fait. et ouais, tout à fait. Remettre au point des formules, des recettes. J'ai aussi amélioré la qualité des plantes tinctoriales que j'utilise. Donc, il y a celles que j'utilise en cueillette, ça reste un peu pareil. En revanche, j'achète parfois des plantes tinctoriales sèches que moi j'ai pas dans ma région, ou pas en quantité Mmh. suffisante, comme, la racine de Garance ou les cochenilles, et ça, j'ai vraiment compris que, bah, pas malheureusement, mais que la qualité détermine, une grosse partie de la couleur obtenue. Donc ça, Oui, pas comme faire cette beaucoup. économie et vraiment travailler avec des super matières, connaître ses fournisseurs, aller les rencontrer, discuter avec eux, pour vraiment bien comprendre la matière qu'on travaille. Ça m'a aidée. Ouais. Et puis aussi à un moment, j'ai vu ce tournant, alors peut-être parce que moi c'est ce qui me plaisait personnellement, mais j'ai eu envie d'emmener la teinture vers justement ces couleurs beaucoup plus franches et beaucoup plus vives, parce que au départ je faisais des couleurs plus pastel, et je pense qu'au bout d'un moment j'en ai eu un peu marre d'entendre ce retour, parce que moi je savais à l'atelier qu'on pouvait faire des couleurs hyper funky, etc., et je me disais: «Flûte, c'est vraiment dommage que la teinture végé reste un peu engluée dans cette image un peu passéiste, un peu d'un autre temps». Alors qu'en fait, elle est hyper moderne, moi, je trouve, dans dans son Oui. concept de faire des couleurs quand même vraiment franches, en étant hyper respectueuse de l'environnement, de moi qui fais les couleurs, des gens qui portent les couleurs, voilà. Donc voilà, il y a eu cette envie à un moment donné de refaire ma gamme de couleurs avec des couleurs, vraiment franches, quoi. Pour un peu porter en étendard la teinture végétale et dire: «Mais non, mais c'est trop bien comme truc, en fait, il faut la Oui. revaloriser». Et est-ce que tu as vu que les demandes que tu as eues et peut-être les échanges que tu as eus en formation ou avec tes fournisseurs de plantes, il y a eu des évolutions sur les couleurs qui étaient demandées ou recherchées ou pas vraiment? Oui, globalement, les couleurs franches sont toujours, plus attractives à l'œil, donc assez recherchées. Donc je pense qu'il y Mmh. a une évolution. Après, comme la teinture végétale s'est développée, au cours des 10 dernières années,
Il y a des entreprises ou des fermes tinctoriales qui, elles aussi ont pu développer leurs moyens, donc développer la qualité de leurs semences, des quantités produites. Enfin voilà, c'est un peu un cercle vertueux qui se met en place, même si c'est une dynamique qui est très lente, parce qu'on reste sur quelque chose, qui est encore, de l'ordre de la niche et qui est pas du tout, diffusé dans l'industrie. Enfin voilà, c'est Ouais. des choses en cours. Je pense que dans 10 ans, ce sera le cas et je dirai plus ça. Mais aujourd'hui, on est vraiment, dans cette période intermédiaire où c'est encore du petit volume, ouais. Bon. Hem, je voulais finir, la partie vraiment, teinture, sur le fait que justement toi, tu en plus de teindre tes propres laines et on va parler, de la matière juste après, toi tu proposes justement de faire découvrir ça. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, ce que tu proposes? Oui, En plus de tes livres, oui, en en fait? plus des oui, c'est complémentaire. Oui, je propose des stages et des formations à la teinture. J'ai plein de formules différentes. Ça peut être à la fois pour intégrer ça dans une pratique professionnelle, c'est-à-dire un créateur qui veut, teindre des pièces pour ce qu'il fait, ou alors une pratique vraiment de loisirs créatifs plus, c'est-à-dire des gens qui veulent découvrir cette technique, parfois juste la découvrir et la comprendre, parfois pour s'en réutiliser la réutiliser pour soi et cetera. Donc je fais des stages dans mon atelier directement et c'est vrai que c'est des stages qui sont toujours basés sur les principes de la teinture naturelle, c'est-à-dire on va cueillir des plantes autour de l'atelier et après on en fait des couleurs, et cetera. Il y a ce côté un peu magique de se dire, on va faire une cueillette le matin et le soir on a une couleur, avec l'ortie ou la fougère, qu'on voyait jusqu'à présent comme une mauvaise herbe. Voilà, il y a aussi ce truc de reconnexion un peu avec, ce qui nous entoure dans Ouais, ce moment présent et voilà et la formation, moi, c'est une activité que j'aime énormément parce que ça permet de créer ce lien avec d'autres personnes, pardon, de sortir un peu de la solitude de l'atelier aussi, et puis de oui, transmettre et je pense que la teinture végétale a tellement de risques de disparaître à cause de ces secrets d'atelier. Je ouais, pense que là, voilà, on est quand même dans une période où on sait que enfin, en tout cas, moi, je suis persuadée que la transmission, c'est la clé vers plein de choses et pour que la teinture se diffuse, il faut il faut transmettre, il faut pas garder ces ouais. secrets d'atelier et voilà. Après, c'est une démarche qui est OK si on est prêt à justement à ouvrir complètement, ses connaissances, son savoir et à vraiment transmettre parce que je pense qu'il faut être hyper authentique dans ces moments-là et dans ces démarches-là et en tout cas, moi, j'adore le faire et j'adore voir, ce que les personnes font après de ce qu'ils ont Oui, appris, ce qu'elles en font. c'est vraiment Ouais. génial. Là, au fil des années, il y a des choses, merveilleuses, qui ont vu le jour, ouais. Et oui, je te rejoins sur ça, sur la question de la transmission. Il y a un grand nombre de pratiques, autour du fil, et du textile et de la fibre. Je vois en ce moment là, on voyait au CSF, la dentelle au fuseau qui revient, Oui, enfin des choses oui. comme ça. Toutes sortes de techniques de crochet ancestrales, toutes les techniques de tricot. Alors ça fait plusieurs années, mais voilà. Et c'est vrai que il y a eu des choses qui se sont perdues, Ouais. qui ont failli se perdre ou qui vont peut-être se perdre. Et c'est vrai qu'on a tendance à aller vers ça, vers cet artisanat, euh, vraiment qui se passait, souvent, vers à l'oral ou, dans des pratiques comme ça. Mmh. Et c'est important, je pense, justement, de conserver notre patrimoine, autour de ça et de transmettre, comme tu dis, et d'en parler et de montrer qu'on peut faire plein de choses et que ça peut vivre, en 2025, toutes ces pratiques-là, quoi. Oui, tout à fait. Oui, oui, je pense que c'est vraiment des cercles vertueux. Alors, moi j'avais envie de parler surtout, enfin, mais comme la couleur j'adore et que la teinture, tu fais des merveilles, j'avais aussi envie de parler de ça. L'idée c'était de parler de ce qu'était la laine, Ouais. c'est-à-dire qu'aujourd'hui quelqu'un qui va s'intéresser au tricot va aller dans une boutique et acheter entre guillemets, et là je mets des gros guillemets, de la laine. Mmh. Aujourd'hui, quand on va dans un magasin de tricot, ou quand on va chez un discounter qui vend quelques pelotes au rayon créatif, on n'achète pas de la laine. On va acheter du pétrole. Moi, je dis ça clairement, les gens me regardent bizarrement, je fais oui, tout ce qui est synthétique, toutes les matières dont tu parlais tout à l'heure, à la base, ben, c'est du pétrole. Donc toi, tu as, comme beaucoup de personnes qui choisissent de teindre de la laine, il y a des choix justement d'utiliser des matières les plus naturelles possibles. Est-ce que tu peux nous parler de aujourd'hui, quand on cherche à tricoter, qu'est-ce qu'on peut trouver? Oui, c'est un vaste sujet et c'est un sujet qui a pas mal,
qui est pas évident à aborder parce que ça met en jeu plein de choses. En effet, dans une mercerie classique, on va dire pas forcément spécialisée en laine, on va surtout trouver des fils, qui contiennent ce fameux acrylique. Je sais pas si c'est féminin ou masculin, enfin qui contiennent de l'acrylique, on va dire ça. Et l'acrylique, c'est en effet une fibre qui est complètement créée artificiellement avec des fibres, en fait, c'est en effet, c'est dérivé du pétrole, et c'est des fibres qui sont étirées, des fibres de plastique. Voilà, donc c'est un fil en plastique. C'est un fil, voilà, Mhm. ça fait très bizarre de se dire ça parce que quand on voit de l'acrylique, on se dit pas: «J'ai du plastique entre les doigts», pourtant c'est composé de pétrole et c'est Ouais. donc un plastique. Donc c'est des fibres Qui va aussi relâcher des microparticules quand il sera lavé. Le exactement. fameux truc Ouais, qui ouais, va se laver et facilement, qui quoi. fait, souvent les gens se quittent un peu cette matière parce que ça fait méga transpirer. C'est pas du tout une fibre thermorégulatrice. C'est-à-dire dans le métro typiquement, si on a un pull en acrylique et une veste et qu'il se met à faire un peu chaud, que je sais pas, le wagon se coince, enfin se bloque entre 2, voilà, là on va sévèrement transpirer et on va vraiment se sentir mauvais quoi, jusqu'au soir. C'est rarement agréable. Donc voilà, le gros distinguo au niveau des fibres, des fils en fait, parce qu'il s'agit de fils pour tout ça et certains en effet sont des laines et d'autres sont en effet plus des fils, issus de la pétrochimie, pure. C'est vraiment la composition. Donc les laines, c'est tout ce qui va être issu d'un animal, et c'est très varié, hein. On peut faire des laines avec donc des toisons de moutons, de chameaux, de yaks, de chèvres, de plein de choses. La soie aussi est classée du côté des laines, enfin des fibres, naturelles, issues d'animaux. Et puis l'autre partie, c'est des fibres artificielles, c'est-à-dire qui sont créées à partir d'une autre matière, donc souvent en effet du pétrole. Et donc on va retrouver tout ce qui va être nylon, acrylique, voilà, toutes ces matières-là, c'est en effet des fibres artificielles. Et puis entre les 2, enfin c'est même des Oui. fibres chimiques parce qu'elles sont créées à partir d'un produit. Et entre les 2, on a ces fameuses fibres un peu plus intermédiaires, un peu plus difficiles à classer, qui sont, qui sont des fibres à l'origine naturelle, donc issues d'un animal, par exemple du mérinos, qui est un mouton qui possède un fil, un poil extrêmement fin, donc ça crée une laine très douce. Et ces laines-là, on en fait un fil, sauf qu'elles subissent des transformations, parce qu'on se dit, bah, on veut qu'elles résistent au lavage en machine. Donc on va pas juste les laisser filer comme ça, on va leur faire subir un traitement. C'est le fameux Mhm. traitement superwash que les gens ne connaissent pas toujours encore complètement. Et ce traitement va avoir pour objectif de rendre ces fibres, lavables à la machine à laver. Sauf que ce traitement, il consiste en enduire ces fils. D'abord les faire. Il y a un premier bain, c'est un bain de chlore, et puis après c'est un fil le fil on le recouvre de microparticules de plastique pour bloquer Ouais. les écailles qui composent la fibre et pour qu'elle ne puisse plus s'ouvrir et se fermer et s'emmêler. Donc on bloque tout. Mhm. Sauf que le fil n'est plus vraiment une laine. On quitte c'est plus des laines naturelles, c'est vraiment des laines qui ont un peu, un peu de mouton au milieu. Mais tout le reste, il y a eu un tel traitement chimique que ça quitte vraiment le côté laine naturelle et ça perd par la même occasion le fait de porter vraiment chaud, d'avoir une résistance mécanique. C'est quoi la résistance mécanique? C'est que quand on tricote un ouvrage, on veut qu'il reste à la même taille. Une fois qu'on le mouille ou qu'on le lave, on n'a pas envie qu'il prenne 4 Ouais. tailles ou voilà. Donc ça, c'est vraiment, là, c'est vraiment lié à la qualité de la laine. Et surtout les laines superwash, moi je trouve qu'un des aspects extrêmement négatifs parce que les traitements superwash sont moins polluants qu'avant, ils se sont améliorés malgré tout. Et c'est ce qu'on ignore assez souvent, c'est des laines qui vont rester polluantes toute leur vie parce qu'en fait à chaque lavage, Ouais, elles vont les relâcher des microparticules de microparticules. plastique qui les enduisent ne sont tellement, c'est tellement fin que c'est pas filtré par les unités de retraitement des eaux et donc ça fait partie de ces fameux plastiques qui polluent les cours d'eau et les océans. Et ça, c'est quelque chose qu'on ignore assez souvent. En fait, à chaque fois qu'on lave un pull superwash, on crée une pollution. Et voilà. Donc ça, c'est quand même un gros point négatif. Voilà. Mais moi, je constate quand même depuis quelque temps que les laines vraiment naturelles, pas traitées superwash, etc., connaissent un regain d'intérêt. Que les gens, une fois qu'ils commencent à les tester, qui se lancent à faire un pull avec une laine comme ça, souvent, on fait pas le chemin arrière. C'est souvent un cheminement de tricoteuse ou de tricoteur qui fait que quand on entame cette démarche et qu'on découvre entre guillemets les laines naturelles, voilà, c'est hyper. En fait, quand on les teste, on adore trop, on revient pas en arrière. Et qu'est-ce qui va faire qu'on revient pas en arrière? Ça va être la matière, ou est-ce que ça va être les qualités de la laine et enfin toutes les magnifiques qualités de la laine, j'ai envie de dire. Est-ce que tu pourrais nous dire, en gros, la laine, c'est quoi ses avantages d'une laine Ouais. naturelle qu'on va utiliser en tant que laine, genre
sur le mouton, il y a un truc qui fait que le mouton, il peut faire sa vie, toute sa vie comme ça, sans avoir froid et sans être mouillé, en fait. Exactement, c'est ça. Les qualités c'est les qualités de la laine qui font qu'en général, on revient pas en arrière. Et ces qualités sont que la laine, elle porte vraiment chaud, la laine naturelle, mais elle est thermorégulatrice. Donc, c'est-à-dire quand il fait hyper chaud, elle protège aussi de la chaleur. Ça, c'est un truc qu'on a un peu oublié aussi. Oui. Avant de mouiller une laine naturelle, il faut vraiment s'accrocher. Donc, c'est aussi une matière qui va protéger de l'humidité. Moi, quand je fais mes cueillettes, j'ai des gros pulls en laine hyper rustique, hyper naturelle. Même s'il pluviote, je sais que je peux y aller sans prendre le risque de revenir mouillée. Parce qu'en fait, tout comme la laine protège le mouton de l'humidité, elle nous protège, nous, de ça. Mais Oui, parce qu'il y a une forme de graisse sur la laine qui fait que ça glisse dessus, quoi. oui, c'est ça. C'est vraiment, et puis c'est vraiment dans le fil de laine, il y a des zones à l'intérieur, dans la composition chimique, des zones d'air, en fait, qui elles-mêmes créent une résistance mécanique à l'humidité. Donc voilà, c'est ce côté, pareil, on transpire pas, en fait, quand on porte un pull en vraie laine. Ou alors, si on transpire un petit peu, c'est des laines qui vont s'aérer, c'est-à-dire qu'on les laisse sur le rebord d'une chaise. On n'a pas besoin de les laver. Les ouvrages en laine, en vraie laine naturelle, c'est des ouvrages qu'on lave une fois ou 2 par an maximum. C'est ça. Et pareil, les tâches même en layette, moi j'y pense là un peu, pour les enfants, on laisse sécher. S'il y a une petite tache de boue, on gratte et en fait, c'est pas aller du tout au cœur de la laine, donc on lave pas un ouvrage parce qu'il y a une tache, voilà, il y a plein d'avantages vraiment trop bien, et surtout le fait que ce soit quand même naturel, c'est-à-dire qu'il y a pas de traitement chimique, il y a pas de on sait que c'est super sain pour la peau et pour l'environnement, et ça, c'est quand même, enfin, avoir accès à ces produits, c'est quand même un luxe aujourd'hui. C'est pas du tout le cas de tout le monde. Il y a quand même une grande partie de la population qui est un peu, qui doit subir la fast fashion, etc. Et nous, on a la chance d'avoir accès à des trucs comme ça. Donc c'est quand même chouette. En termes de prix, on est forcément sur des trucs plus chers. Oui, mais c'est là que c'est trompeur, parce qu'en fait, alors en effet, entre des prix pratiqués en mercerie sur des laines en pelote, pour une composition mixte, donc un peu de laine et puis un peu d'acrylique par exemple, ou de choses comme ça va être des prix en effet beaucoup plus bas, puisque puis c'est des process de production à énorme échelle, c'est fait en usine, etc. Oui, bien sûr. Donc il y a des coûts de production plus bas et du coup un prix de vente plus bas. Et franchement, moi je suis pas dogmatique, je pense que quand on commence le tricot, c'est très bien. En fait, à un moment donné, il faut aussi se lancer sans s'être hyper stressé. Et se dire, si je rate mon premier pull, c'est pas grave, il m'aura pas coûté une fortune. Voilà. Et ça. après, les laines en effet naturelles, enfin les laines teintes à la main et naturelles sont en effet plus chères. Mais c'est aussi un rapport au produit qui est différent. C'est-à-dire que c'est des ouvrages si on les entretient comme il faut, on peut les garder vraiment une vie entière. Enfin, c'est vraiment increvable, quoi. C'est ça qui est vraiment génial. Et puis il faut aussi se dire que contrairement, je voyais justement une couturière tricoteuse il y a quelques semaines qui a cousu un vêtement en une après-midi, puis qui a tricoté un pull en 6 mois suivant la rapidité. Et c'est vrai que moi je me dis, quand je tricote, autant que je tricote des matières plutôt nobles, j'ai envie de dire, et naturelles, parce que après je vais le porter. Donc si c'est un pull qui... Alors il y a le double tranchant. Si je me trompe dans les premiers pulls et que c'est de la laine pas top, ou pas cher, ça m'évitera de me dire que j'ai investi trop d'argent. Oui. Et en même temps, je me dis, vu le temps que je vais y passer, autant que je puisse le mettre et que j'en ai tous les bénéfices, et que je trouve pas qu'à chaque fois qu'il fait un peu chaud, j'ai trop chaud, Oui. ou que ça convient pas. Oui, il Quoi. faut se dire, allez, les 2 premiers ouvrages, je les fais en laine vraiment bon marché ou qu'on m'a donné, je prends pas de risque, je me mets pas la pression. Et puis après, il faut oser en effet se lancer vers d'autres types de laines. Après, il y a des merceries maintenant qui proposent quand même des laines vraiment de bonne facture et de bonne qualité. Il y a des marques aussi, je pense à la marque Fonty en France, qui propose des super qualités de laine. C'est peut-être un tout petit peu plus cher que d'autres marques, mais c'est bien. Et puis il y a des merceries un peu spécialisées. Je pense à la mercerie qui s'appelle Maison Bon Poil, qui est en région parisienne. Et Marion, la mercière, elle fait vraiment une sélection de fils hyper naturels, etc. Tout en ayant des gammes différentes. Donc ça reste assez accessible. Mais en effet, il faut oser se lancer. Et puis oui, le tricot, c'est long. Le tricot, c'est un rapport au temps qui est différent. L'idéal, en effet, c'est d'être à la fois couturière et tricoteuse. Et voilà, parce que c'est vrai que parfois, le tricot, ça peut être un peu désespérant au départ quand on tricote pas très vite ou pas de manière pas très fluide. Il faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher. Et puis, bon, je pense que c'est un petit peu comme le découp vite quand on est en couture. Moi, j'avais dit, je ferai jamais de tricot
parce que je voyais toutes les choses magnifiques et les techniques, parce que moi, je trouve que ça quand même... Moi, je suis un peu une geek Ouais, du tricot, dans le sens où la technique, je me dis, on a quand même 2 bouts de bois c'est et fou. un fil. C'est quand même juste, mais waouh! Enfin, Ouais, on a le cerveau qui explose de se dire, de voir le nombre de points. Enfin, moi, je sais que j'ai un bouquin du Reader Digest sur le fil avec plein de techniques et je me dis, waouh! C'est un bouquin des années 80 et c'est d'une richesse. oui. C'est très moche, très mal mis les couleurs, mais je trouve ça fantastique en fait de voir, même si vous allez chez une librairie un peu créative, vous verrez, il y a des livres qui comprennent je ne sais combien de points de tricot référencés dans un bouquin, mais c'est un truc de fou, quoi, en fait. Ah oui, oui. Et toutes les techniques pour les manches, pour les fins. Je suis une fille sur YouTube que j'aime beaucoup, Knit Spirit, et il y a un nombre de rabattages ou de Oui. montages de mailles, c'est fantastique. Et des fois, je sais pas où elle va les choper. C'est une grand-mère en Europe de l'Est, mais alors il y en a une, ça va être une Roumaine qui va, je sais pas si c'est ça qui le... Mais bon, le nom, c'est genre le rabattage roumain, le rabattage russe, le rabattage Ouais. ukrainien. Et en fait, chaque technique a un nom et on se dit, mais c'est fou. En fait, c'est avant toute cette communication hyper facile qu'on a aujourd'hui, chaque communauté, alors c'est des ouvrages qui viennent des femmes, hein, Oui, surtout, oui, enfin oui. des connaissances et des compétences féminines. Et en fait, ça se devait se passer en fait de famille ou de famille en famille, de communauté en communauté ou de couvent en couvent, enfin je ne sais pas. Et je trouve ça assez fascinant, tout ce qu'on peut faire. Et si on commence aujourd'hui, moi j'aurais envie de vous dire, ne commencez pas avec une écharpe, hein, parce que sinon vous n'en verrez jamais la fin. Tu commencerais par quoi, toi? Oui, bah, l'écharpe, en effet, c'est le piège parce que c'est la même chose, on répète, on répète, on répète et on n'en peut plus et on termine pas. Non, bah, une petite pièce, c'est vrai que c'est pas mal. Se lancer direct sur un pull, ça peut être un peu ambitieux, mais un chèche ou un foulard en pointe, en triangle, ça franchement, Ouais. ça fonctionne très bien. Ça permet déjà de maîtriser les augmentations, les diminutions, monter son rang, rabattre, et cetera. Comme c'est quand même souvent des points assez répétitifs sur une bonne, quantité de laine, ça permet de travailler la régularité de son point. Mmh. Donc ça peut être pas mal, je trouve. Et puis il y a vraiment des designs trop bien, à la fois gratuits ou payants en fonction de ce qu'on souhaite. Mais voilà, pas une grande quantité de laine. On peut le faire avec la laine qu'on a sous la main, peu importe l'épaisseur. Et puis on peut trouver des modèles facilement et ça peut être pour commencer. Ou peut-être un bonnet Et puis aussi. après passer au Enfin, moi je... bonnet, ouais, passer à une pièce un peu plus structurée, un peu plus modelée, on va dire, au niveau de la construction. Ouais. Pareil, pour continuer à bien maîtriser ses points, la faire peut-être un peu des côtes ou découvrir ces techniques-là. Et puis après, franchement, même des mitaines, par exemple, des mitaines ou des gants, ça peut être pas mal. Ça fait Ouais. souvent peur parce que moi, je conseille toujours de commencer à tricoter directement avec des aiguilles circulaires. Et donc, les mitaines, on se dit, mais attends, des aiguilles circulaires. Ben non, parce que du coup, ça va permettre de découvrir la technique du Magic Loop, notamment, qui permet de tricoter Mmh. en rond. Donc voilà. Et puis après, une fois qu'on a fait ces 3 pièces-là, je pense qu'on peut se lancer sur un ouvrage, un cardigan ou un pull, voilà, classique. Ouais, moi je pense que j'ai commencé avec un béret Ouais, pour ma ouais. mère. J'ai dû faire, alors j'ai commencé par le crochet, en fait. Ah C'est là que je oui. m'étais dit: «Je ferai jamais de tricot», puis après finalement je suis tombée dans le tricot. Donc des cols aussi, je trouve Oui, ça pas oui, mal. L'avantage avec un châle ou un col ou quelque chose comme ça, c'est qu'il y a pas de taille oui. pour commencer. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est ce que je disais, en fait, c'est comme le découvite, enfin, apprendre à détricoter, Eh en ben oui. fait. Moi, je pense que j'ai recommencé 4 fois mon premier pull, que je porte encore toujours énormément. Et il y a une espèce de... mon point arrière n'était... Enfin, mon point à l'envers n'était pas Oui, correct. Il était twisté, en d'accord. fait. Donc, j'ai 10 centimètres dans le haut, dans l'arrière du dos de mon pull, qui sont différents. Mais Oui. en fait, je m'en Oui, fous. c'est ça, c'est Je- aussi ça, c'est une affaire enfin, moi, c'est comme en teinture, parfois, il y a des recettes que je fais depuis des années, je les maîtrise sur le bout des doigts et puis un jour, je fais la même chose, même quantité d'eau, même quantité de plantes, ben non, la couleur qui sort, c'est pas la même. Et en tricot, et du coup, faut accepter le truc, bah, c'est pas ce qui est attendu, mais c'est OK quand même, voilà. Donc je pense qu'en effet, en tricot, c'est la même chose, il faut accepter les imperfections, à la condition de se dire, bah, OK, mais ça va pas m'empêcher de porter la pièce. Si c'est vraiment un truc qui fait que
c'est hyper visible ou voilà et qu'on se dit: «Ben non, mais je le porterai jamais», là, il faut défaire. Là, il faut se dire: «Bon allez, tant Mmh. pis, ça vaut le coup, je défais, je referai plus l'erreur» et mais en effet, sinon, faut être tolérant avec soi, moi, le nombre de fois Ouais, au début, c'est comme en couture, oui, oui, hein. oui, tout à fait. Bah oui, parce que sinon c'est enfin, faut que ça reste aussi une pratique de loisir et qui soit gratifiante et agréable, quoi, qu'on n'aille pas, avec notre enfin, se mettre faut pas se mettre à tricoter comme, si on allait, à l'échafaud, c'est pas l'idée. Non, pas du tout. On reparlera tricot, enfin patron, etc. Dans un autre épisode que je voudrais vous proposer. J'aimerais qu'on aille un petit peu plus sur les différentes laines qui existent aujourd'hui. Donc on a compris qu'il y avait différentes matières et il y avait des matières plus ou moins naturelles. Dans les matières dites naturelles, comment est-ce que la taille de la laine, les différentes laines, comment est-ce qu'on choisit? Alors souvent, au départ, quand on commence à tricoter, moi, je recommande d'avoir quand même une idée de la pièce qu'on veut tricoter. Donc soit se dire: «Bah, je veux faire un bonnet, je veux faire des gants, je veux faire un pull en taille, voilà, ma taille, c'est ça». Parce que ça va permettre justement, en fonction du modèle, de déterminer quelle sera la laine nécessaire. Souvent, les pulls, sont tricotés dans une laine un peu plus fine, hem et notamment là, depuis quelques années, c'est quand même vraiment, quasiment tous les pulls avec un fil, en mérinos. Donc le mérino, c'est cette fameuse laine qui est très fine et très douce, qui peut être portée à même la peau, Mhm. qui est idéale pour les layettes, pour tout ça. Et c'est un fil qui est relativement fin, du coup, qui va enfin, il existe en épais, mais moi enfin, on le voit beaucoup en fin, et il permet de proposer des motifs justement assez fins, enfin de travailler vraiment sur la finesse d'un patron, d'un design. Mhm. Voilà. Mais après, on peut aussi travailler avec des fils plus épais, qui eux vont être adaptés, pour des pulls avec un design un peu moins fin ou des bonnets ou des écharpes ou des châles ou des choses comme ça, voilà, c'est un peu mais c'est vrai que l'idée c'est chouette d'avoir un patron parce que d'une part, ça permet de choisir le fil et d'autre part, ça permet de choisir la quantité de fil nécessaire et ça, c'est souvent une problématique parce que, bah, alors là, moi, je parle peut-être plus des laines naturelles en effet, puis surtout teinte à la main et puis encore plus en teinture végétale. Hem, Mhm. quand on n'a pas la quantité suffisante de fil, c'est pas comme des fils industriels où on retient le numéro de lot et on peut recommander. Oui. Dans ces dans ces fils naturels en teinture végétale, si on n'a pas, on n'a pas. Enfin voilà, moi je peux reteindre avec c'est ce que je disais, la même recette, la même plante et cetera, j'aurai pas la même couleur, il y aura une nuance différente parce que, bah, la plante a pas eu la même croissance, enfin voilà, il y a une différence et ça c'est toujours rageant et c'est ce qu'on essaie d'éviter, voilà. Donc savoir vraiment ce qu'on veut tricoter, je trouve que c'est vraiment la voie de la sécurité et puis après Ouais. les tricoteuses aguerries où au bout de quelque temps, on sait que, avec la taille qu'on fait et si on veut faire un pull, il nous faut, admettons, 300 grammes de laine ou 350 grammes de ce type de laine. Après, c'est des réflexes, hein. C'est un peu comme les recettes de cuisine, Ouais. quoi. Oui, oui, c'est ça. Et parce qu'en fait, pour celles qui n'auraient pas pris un fil et qui n'auraient pas tenté de tricoter un jour, en fait, il y a différentes grosseurs de laine. Et en fait, chaque grosseur a un petit nom imbuvable Oui. qui correspond en fait à un. On les référence par poids par métrage de fil. Ouais, en filature, en fait, ça s'appelle le titrage et en filature, on va pas parler de, 400 mètres pour 100 grammes de laine, on va parler, en fait, on parle au kilomètre. Donc c'est encore une autre échelle. Mais en effet, Ouais. c'est la quantité de fil sur un métrage déterminé. Voilà, donc en fait, c'est ça qui va déterminer c'est les petits noms là qui vont donner la grosseur, et donc on va pouvoir utiliser. Mais c'est vrai que en même temps, si vous avez un gros fil, bah il vous faudra peut-être 10 pelotes, alors qu'avec un petit fil, il vous en faudra 3 parce que la longueur du fil est la même, sauf que bon bah pour l'enrouler, ça fait plus gros forcément si c'est un gros fil. Donc voilà, donc là la question de la grosseur du fil. Aujourd'hui, donc il y a du mérinos. Il y a, si on aime bien les pulls un petit peu moelleux ou un petit peu floutés, ou tout ce qui est yak ou compagnie, enfin On va les alpagas, Ouais. qu'est-ce ça représente quoi ces fils en fait? Ça donne. Est-ce que il y a une différence sur la qualité ou sur l'apparence? Comment ça se passe? Alors il y a une différence sur l'apparence, c'est des fils la fibre de mérinos, par exemple, c'est une fibre qui va être assez, pas sèche, mais elle va être,
hyper régulière et un peu toujours pareil. Au contraire, les fils avec du mohair, le mohair c'est hyper gonflant. Le mohair, ça va faire un halo. Un Ouais, halo. Si vous connaissez pas cette matière, la marque Cézanne, la plupart de ces pulls contiennent du mohair. Vous voyez, ça fait ce côté un peu dufteux, voilà. Et ouais, ça apporte un peu de chaleur aussi parce que ça crée des zones de réserve d'air, donc ça crée encore une couche de chaleur en plus. L'alpaga, ça va être un peu la même chose, c'est un peu moins dufteux l'alpaga, et l'alpaga c'est très mou. Donc c'est un fil qu'on tricote rarement tout seul parce que sinon tout seul ça fait tout, ça fait vraiment quelque chose d'hyper mou, donc ça se tient très peu. Souvent on le tricote ouais. avec un autre brin de laine, avec un brin de mérinos ou un brin de mohair, voilà, pour tenir un peu mieux. Euh, Oui, parce qu'on peut multiplier les fils entre eux pour donner une apparence différente, pour mixer des couleurs. Moi, mon premier fil, c'était là. Ou justement pour grossir oui. aussi, et donner une autre apparence. Et on peut aussi citer, ouais, donc l'alpaga, la soie. C'est aussi la soie, ça va apporter de la brillance et de la souplesse au fil. Mhm. Le yak, moi j'ai un peu plus de réserve parce que le yak, on est quand même sur une matière première qui est pas du tout disponible en abondance, pour laquelle il est assez compliqué d'avoir un sourcing, enfin une chaîne de, enfin euh, savoir exactement où, comment il a été récolté. Voilà, on est vraiment sur encore Ouais. peut-être je dirais quelque chose qui se structure. Et aujourd'hui, enfin, moi je sais que c'est une fibre que j'aime beaucoup, mais que je travaille pas parce que je la trouve trop peu éthique en fait au niveau de la provenance et du sourcing. Et puis on peut la remplacer avantageusement par de l'alpaga qui peut être sourcé beaucoup Mhm. plus facilement. On peut avoir des alpagas beaucoup plus locaux qui viennent pas forcément que d'Amérique du Sud. Voilà, donc c'est vraiment des. Mais après, en effet, un fil peut se composer de 3 matières différentes, hein. On peut tout à fait Ouais. associer, voilà, du mohair, de la soie et puis un petit peu de mérinos. Voilà, ça peut être très, très varié, au niveau des compositions. Ça, c'est des choses qu'on travaille avec les filatures parce que c'est les filatures qui, elles, vont créer les compositions, voilà, les qualités du fil, Oui, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs matières dans un seul fil. exactement, De la même façon qu'on peut utiliser plusieurs matières chacune dans un fil unique et les mélanger tout aussi. à fait, tout à fait. Il y a Voilà, voilà. plein de possibilités, en fait, c'est assez, infini. C'est ça. Et donc la laine, tu viens de l'évoquer, quelques minutes, on peut en parler. Comme tu l'expliquais au début, c'est avant tout une matière qui vient d'animaux, sauf les fils en coton ou en lin, par exemple, qui vont être sourcés dans les champs. Mais comme ça vient d'animaux, bah, il y a la question de comment est-ce qu'on dit récolter Oui, oui, cette c'est matière finalement ouais, une collecte, oui. et une collecte. Donc il y a comment est-ce que l'élevage des animaux, où est-ce qu'ils sont, comment c'est récolté et comment on va traiter ensuite tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de comment ça se passe tout ça? Oui, c'est le traitement et puis la récolte des fibres, c'est une assez grosse industrie, hein. C'est vraiment un marché mondial. Aujourd'hui, c'est plus du tout un marché uniquement national. Depuis quelques années, on revalorise les laines françaises. Elles avaient été complètement oubliées parce que c'est des laines assez rustiques, donc c'est des laines dites sèches qui vont être un peu. La plupart des gens disent que c'est des laines qui grattent, mais en fait, elles grattent pas vraiment. Mhm. Elles sont sèches au sens chimique de leur composition. Mais donc, on commence à revaloriser ces laines-là. Il y a plein de superbes initiatives en France. Il y a la filature de Nio, laine paysanne. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont des démarches hyper vertueuses et très chouettes. Mais c'est vrai que ça Mhm. s'adresse aussi à un public aguerri qui a déjà franchi ce pas des laines naturelles, qui est OK pour porter des laines un peu plus rustiques et un peu plus, un peu moins douces que ce à quoi les standards nous ont réhabitués. Et Ouais. puis, sinon les laines un peu plus fines, en effet, c'est un marché mondial, donc des lots de laine vont être achetés dans certains pays, puis envoyés dans d'autres pour être filés, transformés, puis encore dans d'autres pour être teints, et cetera. Donc c'est vraiment une industrie, c'est vraiment une industrie mondiale, d'où la difficulté quand on veut, travailler un fil éthique qu'on peut sourcer, d'avoir vraiment le parcours, traçable entre l'animal et le consommateur. Et ça, c'est vraiment, un travail invisible qui est pas du tout visible des tricoteuses et des tricoteurs. Mais, Ouais. quand on y attache de l'importance, c'est un travail qui prend un temps fou. Parce que souvent, les filatures vont dire: «Oui, oui, ces fils ont ces labels et cetera». OK, beh, transmettez-moi les documents. Voilà. Et déjà entre
Ça peut être très long d'obtenir les documents parce que, ça demande du temps en filature de faire cette démarche et cetera, mais en même temps, c'est assez indispensable de savoir ça. Et en effet, comme c'est des fibres qui proviennent d'animaux, il faut s'assurer de la bientraitance des animaux. Il faut aussi s'assurer de la bientraitance des humains qui Eh travaillent, oui. hein, dans les pays de récolte, hein, parce qu'on est malheureusement souvent dans des pays un peu, avec des lois sociales moins protectrices que les nôtres, en Europe et donc moi je sais que c'est des choses qui me tiennent à cœur, hein, de m'assurer, de Mmh mh. ça et donc ça aussi, ça c'est long pour avoir les éléments un peu de preuve, et de sécurité liés à ces points-là, mais on peut les avoir et puis après les mérinos notamment ont été beaucoup victimes d'une mutilation autour de la queue pour éviter qu'ils aient un parasite qui se développe et cette pratique, est vraiment, plus enfin elle est pratiquée encore en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais pour tout le mérinos qui vient d'Afrique du Sud, voilà, c'est des pratiques qui n'ont plus cours là-bas et c'est pour ça qu'on source la plupart du mérinos là-bas. Hem Et voilà, donc il y a pas mal de manières de s'assurer de tout ça maintenant quand même, si on a disons que si on a envie d'y porter attention, on peut trouver les documents et les ressources. C'est toujours un peu plus long, mais on peut le faire. Oui, c'est tout à fait, le même, principe que de la démarche de savoir d'où vient, le coton, le lin ou, les autres matières naturelles et qui, va, les récolter, qui va les tisser, qui va les teindre et cetera. C'est vraiment le même type de parcours quoi, en fait. Exactement, exactement et puis, après sur les matières animales, de fait, c'est un peu ce que je te disais sur le yak. Hem, Pareil, là, depuis quelques saisons, dans les laines, il y a du Suri-alpaga. C'est un alpaga en particulier qui est très Mmh. apprécié et voilà, sauf que le Suri-alpaga, quand on regarde la quantité produite à l'échelle mondiale, on est enfin, en termes de traçabilité, en tout cas, moi, c'est pas une laine que je travaille parce que voilà, c'est pas OK. On est encore sur une filière qui est en train de se construire et pour laquelle on n'a pas toutes les certitudes quant à la bientraitance des animaux et puis surtout aussi, des humains qui participent à sa réalisation. Donc c'est rien que par Oui. l'animal en lui-même, parfois, on sait si on est OK pour bosser cette fibre ou si pour le coup, tant pis, on va plutôt essayer de travailler une fibre hyper rustique française. On sait qu'elle se vendra beaucoup moins parce que le public, friand est beaucoup moins présent, mais au moins on Ouais. reste aligné dans la démarche et voilà, on essaie de mettre un peu une pierre à l'édifice. Et sur, la question du de la tonte, des animaux, c'est quelque chose dont ils ont besoin, en fait? Ou est-ce qu'on les met en difficulté? Non, ils en ont besoin. Un mouton qui est pas tondu, c'est un mouton qui à terme, meurt, hein. C'est vraiment, c'est-à-dire que leurs poils poussent de quelques centimètres par an et en même temps, ils ne muent pas. L'ancêtre du mouton, c'était un peu comme un mouflon sauvage, perdait ses Ouais, poils. Il avait un processus de mue 1 à 2 fois par an. Sauf ouais. que le mouton d'aujourd'hui a perdu cette capacité à muer. Donc si l'homme ne vient pas le tondre, c'est un animal qui, à terme, oui, qui meurt parce qu'il peut pas supporter le poids de sa laine, parce qu'il y a des parasites qui se développent, parce que ça crée des problématiques, au niveau de la peau de l'animal. Enfin voilà, c'est vraiment, non, ils ont vraiment besoin d'être tondus. Bon, donc ça, c'est, pour se Ouais, rassurer, de se dire que en fait, voilà, on va pas en fait, ça va plus être la façon, dont ils sont élevés et dont la tonte se fait, et par qui, comment, enfin, voilà. exactement. Et donc en fait, quand on a cette tonte, on a une espèce d'amas de fibres, avec, de la paille, avec, peut-être des bestioles dedans et cetera. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va commencer par faire quoi? Est-ce que tu peux nous dire La en quelques première mots le étape, ouais, processus? la première étape, c'est alors toutes ces étapes, elles se déroulent un peu différemment selon l'échelle. Est-ce que c'est un éleveur, là, moi, j'en ai des éleveurs en Maine-et-Loire, qui ont un petit cheptel de 50 bêtes et on les tond 1 fois par an et on est, 2 personnes à venir trier la laine et puis voilà. Ou est-ce que c'est des énormes élevages, intensifs, comme on voit en Australie ou en Nouvelle-Zélande où là, il y a des centaines, voire des milliers de bêtes. Mais Ouais. en tout cas, voilà, une fois que la toison est tondue, il y a un tri manuel ou je pense qu'il peut être mécanisé, moi je l'ai jamais vu, mais en tout cas manuel. Donc on va retirer certaines parties de la toison qu'on garde pas parce qu'en effet, c'est des parties, soit la laine est de moins bonne qualité, soit la laine Ouais. est extrêmement souillée. Tout ce qui va être sur l'arrière-train de l'animal, ces parties-là, en général, on garde Ouais. pas et ensuite on va trier et après c'est envoyé au lavage et puis ensuite au cardage et au filage. Enfin, il y a plein d'étapes successives. Mais ça a beaucoup évolué ces dernières années aussi parce que pendant longtemps, alors notamment en France, la laine des moutons était plus du tout revalorisée. Elle était brûlée ou Mmh. le tondeur parfois la prenait, mais c'était pas du tout valorisé pour les éleveurs. Donc finalement, les Ouais. éleveurs n'en tirant pas de bénéfices financiers, voire même c'était un coût pour eux parce qu'il fallait payer le tondeur pour la survie des animaux, Ouais. ne prenaient plus du tout attention
à la partie, laine de leurs bêtes. Donc même au niveau de la sélection des D'accord. petits, c'était uniquement des sélections sur des qualités bouchères. Donc voilà, est-ce que c'est un petit agneau qui a l'air d'avoir beaucoup de viande dans voilà, bref. Et là, il y a Ouais, toute une démarche quand même pour aider à revaloriser une sélection aussi en fonction des qualités lainières, et peu ouais. à peu, au fil des ans, essayer de remonter un peu en qualité sur la laine qu'on produit en France. Et le diable se loge un peu dans les détails parce que c'est vraiment un travail de longue haleine. Par exemple, quand on quand les animaux vont dans les grandes zones d'herbe l'été, Mmh. heu, chaque éleveur identifie ses bêtes pour les retrouver à la fin. Donc ils les bombent, sur le dos. Sauf que ces Ouais. bombes en peinture sont hyper toxiques et ne peuvent pas être retirées au lavage. Donc en fait, jusqu'à présent, les cloisons avec ces bombages, on ne pouvait pas les utiliser ou c'est très compliqué. Donc il y a des démarches, il y a des recherches et là, c'est bien enclenché sur faire des bombes et des trucs pour marquer les bêtes qui soient beaucoup moins, enfin qu'on puisse enlever plus facilement. Invasive. Ben ouais, ouais, ouais. Donc c'est Ouais. vraiment des mini détails, mais c'est du long terme. C'est du très long terme. Oui, pour que tout puisse, cohabiter, en fait, que ça soit le travail de l'éleveur pour élever son animal, qu'il arrive à maturité pour, ou tondre sa pelouse Oui, ou, enfin son champ ou, devenir, une bête, bouchère et pouvoir en même temps, revaloriser la tonte, quoi. complètement. Ouais, ouais. Très bien. J'avais une autre question. Que tu as perdu? Bah oui, oui, je l'avais, je l'étais là, elle était prête et puis on s'emballe et puis moi après je perds. Est-ce que toi tu penses à quelque chose? Ouais, je trouve qu'il y a une belle complémentarité entre la couture et le tricot. C'est des pratiques qui font manipuler la fibre, mais d'une manière différente et je trouve qu'ils s'allient super bien ensemble, Oui, parce que ça mixe aussi des temporalités différentes. Parfois en couture, je trouve qu'on y a une pièce qu'on a déjà fait plusieurs fois et qu'on refait, en fait, on la fait presque trop vite. C'est un peu frustrant, ça va tout à l'heure, c'est des automatismes et tout. Et voilà, du coup, l'associer à un temps beaucoup plus long qui est celui du tricot, c'est vraiment cool. Et puis le tricot, il y a comme en couture, j'imagine, il y a aussi des communautés qui se développent autour de la pratique du tricot qui sont super oui. chouettes, qui sont intergénérationnelles, qui sont, voilà, donc ça crée ce lien social aussi et c'est voilà, c'est une pratique qui est à découvrir. Et je trouve que le tricot, il peut y avoir un côté, je pense que beaucoup d'entre nous ont entendu parler de tricoter. Oui, Il y a une pratique beaucoup moins solitaire. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut parfois reprocher à la couture. oui, On est toute seule derrière notre machine, ou on est tout seul derrière notre machine. Alors on peut s'organiser des week-ends couture, on peut s'organiser des communautés couture en ligne, on peut s'organiser des oui, défis, on peut, etc. Mais avec le tricot, moi déjà je trouve que c'est nomade, contrairement à la couture. oui, 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 tout à fait. Oui, Donc, oui. on sait bien qu'on a toutes maintenant notre petite sac en tissu avec notre projet tricot et qu'on va pouvoir le sortir au coin du feu ou au resto au moment du dessert ou de l'apéro, suivant la tolérance de nos invités. Il y a eu, je sais, cet hiver, un ciné tricot Ah ou oui, un ciné, je sais plus. Je sais que ça a été fait à l'étranger mais je sais que ça a été fait justement cette année-là, je sais plus exactement, au mois de décembre, un dessin animé avec la lumière un peu ah, tamisée, trop bien. et puis chacun avait apporté son tricot, son crochet ou je sais pas quoi. Et en fait, je trouve que ça a ce côté collectif, c'est-à-dire qu'on peut discuter en tricotant et être dans le partage en fait et se montrer ce qu'on fait. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup beaucoup en tricot. Donc Oui, je trouve que c'est un des côtés très positifs du tricot. Et puis ben une jolie petite robe, c'est toujours plus sympa avec un petit pull dessus mais oui, notre pour pas idéal. avoir froid. Mmh. Et c'est vrai que ça se complète. Alors un sweat, une veste ou un manteau, un sweat ou une veste ou un manteau en couture, c'est toujours très chouette. Mais un petit pull ou je sais que l'été dernier, on reparlera patron, mais l'été dernier, il y a eu beaucoup cette mode des petits débardeurs en tricot. Et donc là, on va retrouver l'avantage de la laine naturelle qui est de la régulation aussi. Oui. Donc un petit débardeur qu'on va pouvoir porter même s'il fait très chaud sans avoir l'impression de crever de chaud dans son petit tricot sans manches, quoi. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. C'est pareil, c'est sortir un peu le tricot de l'image qu'on en a des gros pulls d'hiver. Finalement, on peut tout à fait créer des pièces, des petits débardeurs. Il y a des fils végétaux hyper intéressants avec du chanvre, du lin qui vont être hyper agréables à porter l'été.
ou en mi-saison. Donc je pense que ouais, le tricot, c'est vraiment une pratique, faut pas hésiter à se lancer. On se plante, hein, c'est comme en couture, vous allez au début rater des trucs, mais c'est pas voilà, dites-vous que c'est OK et puis que la fois suivante, ce sera mieux. Et pareil au niveau des fils, je pense que, c'est chouette de commencer en effet avec des fils bon marché si vous le souhaitez, c'est votre choix. Moi je pense que c'est une approche qui se défend tout à fait. Après, il faut pas hésiter, pareil, assez vite à passer à des fils quand même d'une autre qualité parce que vous aurez pas le même attachement à l'ouvrage que vous avez créé. Vous saurez que c'est dans une super matière que vous pourrez garder, voire transmettre. Et moi, je fais ça et je suis pas la seule, je pense dans les teinturières, on doit être plusieurs à le faire. Je propose tous mes fils en non teint. Donc non Ouais. colorés, ça permet et j'impacte le prix, c'est-à-dire que c'est des fils qui sont quand même moins chers qu'une fois qu'ils sont teints et je vois bien que c'est souvent une des manières de prise de contact avec ces fils naturels. C'est-à-dire que comme c'est un peu moins coûteux, les gens se lancent plus facilement, et découvrent la matière naturelle et ça peut être une bonne alternative. Et j'ai aussi des tricoteuses et tricoteurs qui sont hyper branchés protection de l'environnement, etc. Et une manière de réduire la pollution induite par la teinture, c'est d'utiliser des fils non teints. On y pense assez peu, mais il y a des couleurs naturelles de Oui. laine. C'est pas que blanc, c'est pas que beige. On peut avoir des chinés gris, des chinés un peu grèges, qui sont super jolis en eux-mêmes. Et puis, et puis quand on a fait son tricot, ça peut être aussi une façon de célébrer, de le teindre soi-même, peut-être. Ouais, ouais, complètement. Ah ouais, tout à fait, mais oui, oui. Au contraire, Bon. ouais. Alors, récapitulons. Le tricot, c'est un fil et avec une matière particulière, des grosseurs de fil et puis des choix de coloris. Donc, il y a les matières, toutes les teintures chimiques, comme celles que vous pouvez utiliser avec votre machine à laver pour reteindre ou teindre un vêtement. Et il y a toutes ces plantes qui ont, depuis la nuit des temps, permis de teindre les matières naturelles. Et donc, toi, Doriane, tu utilises dans ta production de laine teinte et que Mm. tu expliques dans tes livres. Est-ce que tu peux nous redire le nom de tes livres? Oui, alors mon premier ouvrage publié en 2022 s'appelait Plantes tinctoriales pour teinture naturelle. Et le deuxième qui a été publié en octobre 2024 s'appelle Teindre la laine naturellement. Oui, tu vois, je bosse des mois sur le bouquin et on se souvient plus du titre, c'est la honte. Mais voilà, c'est Teindre la laine naturellement. Et c'est aux Très éditions bien. Erol, les deux. Et donc avec ça, vous aurez de quoi commencer le tricot, avec le second particulièrement. Et avec le premier, ce qui est chouette, c'est que c'est par de mémoire, hein, parce que je l'ai largement feuilleté, c'est par saison. Oui, oui, oui. Oui, c'était un peu l'intérêt, ouais, 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 le rapport Que, à l'humanité, ouais. ouais, que je trouvais assez chouette, c'est de se dire, ben voilà, par exemple, là, on est au mois de janvier, il y a les mimosas qui Oui, sortent, il y a des choses comme ça. exactement. Et quand on suit sur Instagram, justement, tu fais allusion lors de tes balades journalières, justement à ces rencontres sur les bords des chemins de toutes ces plantes qui peuvent nous inspirer de la couleur. Et ça, c'est assez chouette et ça peut mixer justement les tissus, s'allier avec les tissus et choisir des couleurs suivant votre humeur, votre envie, votre colorimétrie, qui sait. Bah oui. Et je voulais juste rajouter que j'ai écrit un article justement sur comment s'habiller quand il fait froid, où justement je parle de toutes les qualités de la laine, de la Mmh. longueur de la fibre, de l'aération, etc., pour expliquer comment ça fonctionne et que ça peut vous intéresser pour comprendre justement quel est l'intérêt d'utiliser de la laine naturelle et donc les qualités intrinsèques, techniques, on va dire, à la laine. Voilà. Merci beaucoup, Doriane, pour ce voyage au pays de la couleur et de la Bah, laine. merci à toi, Mathilde. Et puis j'espère que ce premier épisode de l'année aura pu vous donner des envies de découvrir peut-être, à défaut de vous lancer dans le tricot, de découvrir un petit peu ce qu'est le tricot, la laine, les teintures, les couleurs. Et puis n'hésitez pas à retrouver Doriane sur ton site internet. Oui, 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 ou tous mes réseaux, tout est maisonseptembre.com ou Maison Septembre sur Instagram. Et puis, tu es dans le Maine-et-Loire aujourd'hui et tu proposes des stages et des ateliers de découverte de la teinture. Exactement, qui reprendront là au mois d'août prochain. Et comme c'est jamais fini, au-delà de la teinture classique, où on prend des bains de couleurs dans lesquels on va plonger nos matières, tu proposes aussi dans ton livre de découvrir d'autres façons de teindre les matières. Oui, oui, oui. Oui, il y a plein de manières de teindre en fait la couleur. On peut aussi la faire par application des plantes directement sur un tissu.
Ça, c'est toutes les techniques qu'on appelle d'éco-print. On peut aussi faire de la teinture avec des cuissons solaires, c'est-à-dire qu'on ne fait pas chauffer, on met dans un récipient en verre et puis on attend que la chaleur du soleil fasse l'extraction de couleur et la teinture, et c'est des temps longs pour le coup, mais c'est intéressant. Ouais. Euh, Un petit peu comme le bleu, là, comment ça s'appelle? Ah, le cyanotype. Ouais. Oui, c'est avec la chaleur, ouais, avec la lumière et la chaleur du soleil. Ouais. Voilà, donc c'est un livre qui est passionnant à découvrir justement pour la diversité de tout ce que l'on peut faire avec les plantes et les fibres. Ouais, merci Mathilde. Eh ben écoute, bonne journée et puis bonne année à tout le monde sous le signe de la découverte et de la créativité. Merci. Toutes les infos partagées lors de cet épisode sont à retrouver sur le site ateliersherwood.fr. Merci de ton écoute. Et puis, tu veux te sentir mieux dans tes vêtements et dans ta vie? Morphologie, colorimétrie, coaching en images, je suis là pour toi. Tu veux en savoir plus sur mon travail? Suis-moi sur les réseaux sociaux, sur mon site et contacte-moi pour qu'on discute. Merci de ton écoute et à très vite!